première conférencière qui est Clémence Moreau, qui est stagiaire postdoctorale ici à l'Université Laval dans notre groupe de recherche. Clémence a fait son doctorat à l'Université de Montpellier en France et elle a débuté son stage de postdoctorat en septembre dernier ici à l'Université Laval et elle travaille sur les freins et leviers. C'est une étude en sciences sociales qui vise à regarder qu'est-ce qui favorise ou pas l'implantation ou la mise en œuvre des projets de génie végétal et elle porte son étude surtout sur les aspects sociaux. Alors, je l'invite dès maintenant à venir présenter. Donc, Clémence Moreau. Allô, je te cherchais. Ah, ok. Ah, bon, ça marche. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aujourd'hui aussi nombreux. Donc, ma présentation s'intitule « Promouvoir les phytotechnologies au Québec, l'apport des sciences sociales ». Donc, le génie végétal, il s'inscrit vraiment dans une logique de compromis. Donc, on peut le définir comme l'ensemble des techniques qui s'appuient sur les propriétés mécaniques, physiologiques et biologiques des plantes pour différents usages. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la lutte contre l'érosion des cours d'eau. Et donc, ça peut être utilisé comme une alternative au génie civil qui présente de nombreux bénéfices, à la fois pour les populations humaines et puis pour les écosystèmes. Donc, on est vraiment dans une logique de compromis. Donc, on s'entend, je pense qu'au cours de la journée, ce message pourra être pris par l'ensemble des conférenciers et des conférencières, mais c'est que d'un point de vue du fonctionnement des berges, la libre mobilité des berges et donc l'érosion est quand même plus souhaitable pour le fonctionnement des cours d'eau. Mais si c'est impossible, notamment pour des raisons sécuritaires, dans ce cas-là, le génie végétal est préférable aux solutions de génie civil d'un point de vue écologique. Et quand on dit génie végétal, ça s'inscrit plus généralement dans le génie écologique. Donc quand on dit génie écologique, on fait référence à deux traditions assez contrastées, le génie d'un côté et l'écologie de l'autre. Donc ça va être vraiment l'objectif de répondre aux problématiques de l'ingénieur, d'aménagement du territoire, de sécurité des biens et des personnes, tout en amenant les connaissances des écologues. Donc c'est ce qui fait la richesse de ce milieu. Ça peut aussi générer certaines tensions, on y reviendra par la suite. Donc le projet dans lequel je travaille, il s'appelle le projet FLAG, pour freins et leviers au génie végétal au Québec. Et l'idée, c'est d'avoir une approche globale pour identifier ces freins et ces leviers. Donc, on va penser bien sûr aux freins techniques, à la résistance à la glace, aux problèmes des argiles sensibles, etc. Mais en fait, il y a aussi d'autres choses qui peuvent empêcher la mise en place du génie végétal. Ça peut être les représentations, par exemple. Est-ce que c'est ce qu'attendent les habitants et les habitantes d'un territoire d'avoir ce genre de technique? Est-ce que les élus sont prêts à faire confiance à ces techniques? Ça peut être des freins liés à l'organisation de la filière. Sur un chantier, comment ça se passe pour coordonner une activité d'une firme de génie végétal et une firme de génie civil? Est-ce qu'il peut y avoir certaines tensions, certains ajustements? Est-ce que le cadre réglementaire facilite ou au contraire entrave un peu l'usage de ces techniques? Donc voilà, on est vraiment sur une approche globale qui résonne aussi avec ma formation en sciences humaines et sociales. Donc c'est un post-doctorat qui est financé par Mitax, qui va durer 2 ans, et je remercie donc l'ensemble des partenaires de ce projet, donc à l'Université Laval, Monique Poulain et Guillaume Grégoire, à Pêche et Océan Canada, Claude Normand, Rebecca Méloche et Georgina Braudakis, à la SQP Chloé Fredette, et puis 2 centres de recherche français, Marie-Lise Côté et André Yvette au CNRS et à l'INRAE. Dans le projet FLAG, il y a 4 grands volets. Le premier, c'est l'état de la situation. Donc là, l'objectif en bon scientifique, on passe des journées entières à lire tout ce qui a été fait sur le sujet du génie végétal, avec un peu 2 idées. Déjà, voir l'état des connaissances, ce qui existe déjà et puis ce qui manque, et puis voir les freins et les leviers qui sont cités dans la littérature. Deuxième étape, on sort un peu du bureau et puis on va rencontrer des gens. Donc là, c'est l'idée de faire des entretiens en face à face, individuels, avec des acteurs et des actrices de la filière, autour de 3 terrains d'études que je vous présenterai tout à l'heure. Il y aura probablement aussi des ateliers participatifs pour mettre tout ça en discussion. Et puis le 4e volet, qui est un petit peu plus opérationnel, qui nous réunit aujourd'hui avec le partenariat avec la SQP, donc l'organisation du colloque et puis la visite de site qui aura lieu en juin prochain.
Donc aujourd'hui, je vais aborder 3 grands thèmes. La première, c'est quelles sont les connaissances disponibles sur le génie végétal aujourd'hui. La deuxième, c'est quels sont les freins et les leviers pour un usage plus large de ces techniques, donc des premiers éléments de réponse. Et puis, je vous présenterai enfin les perspectives de travail. Donc, en ce qui concerne l'état des connaissances scientifiques, donc j'ai identifié toutes les ressources que j'ai pu trouver sur le sujet. Donc, je me suis intéressée au génie végétal pour lutter contre l'érosion, pas à d'autres usages, par exemple sur la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ou le littoral, par exemple. Moi, c'était vraiment sur les berges de cours d'eau. Et puis, les publications en français et en anglais, voilà, qui peuvent être des rapports de maîtrise, des rapports de thèse, des rapports de projet ou des articles. Donc, on voit qu'il y a 15 publications. La discipline la mieux représentée, c'est la biologie végétale et l'écologie végétale, avec des problématiques comme les successions végétales sur ces ouvrages ou le recensement des espèces présentes. Il y a également la géographie humaine, avec notamment les travaux qui ont été faits sur la restauration de la rivière Saint-Charles, et puis d'autres disciplines comme la géographie physique, la gestion de l'environnement ou la gestion des ressources naturelles. Et une publication interdisciplinaire sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et en termes d'affiliation, donc l'Université Laval est bien représentée autour des équipes dirigées par Monique Poulain. L'INRAE aussi en France autour des équipes d'André Evette. Et l'autre point intéressant, c'est de voir qu'il y avait 5 auteurs et autrices qui viennent de firmes. Donc on voit déjà qu'il y a un beau partenariat entre la recherche scientifique et puis le monde privé plus opérationnel. Voilà, je pense que votre présence aujourd'hui en témoigne aussi. Donc 15 ressources scientifiques, c'est vraiment très très peu quand on s'intéresse à un domaine. Donc on est vraiment sur une toute petite niche. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une grande diversité des disciplines qui est représentée, voilà, allant des sciences sociales à la biologie. Donc ça, c'est vraiment l'atout du domaine. Oula. Okay. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Donc les ressources techniques, donc là, c'est plus les documents qui sont à destination des gestionnaires ou des décideurs. Donc il y en avait 14. Il y avait des inventaires et des diagnostics, des descriptifs techniques, donc voilà, qui présentent de façon assez synthétique les techniques avec des schémas ou des retours d'expérience, des documents qui vont être plus à destination des décideurs ou des gestionnaires qui abordent la gestion de projet et les recommandations. Et puis après, d'autres thématiques qui sont abordées comme l'approvisionnement en végétaux, le fonctionnement des berges ou la faune piscicole. Il y a aussi des documents qui sont plus localisés. Donc là, je n'ai pas fait un recensement exhaustif, mais il y a des villes en fait, qui ont produit des documents à destination de leurs citoyens et de leurs citoyennes. La ville de Matane, par exemple, a proposé plein de guides qui sont assez bien faits. Ça peut être aussi produit par les comités de bassin versant. Et puis voilà, là, c'est une ressource assez ancienne qui date du milieu des années 90. Et enfin, il y a eu quand même pas mal d'articles de presse, soit sur les phytotechnologies en général, et puis aussi beaucoup d'articles qui vont parler d'un projet localisé. Donc là, c'est le cas de la plage Jacques-Cartier à Québec, mais voilà, il y en aurait plein d'autres qui parlent de projets plus localisés. En conclusion, donc, sur les ressources disponibles, pour les gens qui auraient envie de continuer à produire sur le sujet, en termes d'atouts, le premier atout, c'est vraiment la diversité des disciplines présentes, j'en parlais tout à l'heure, ce qui est d'autant plus étonnant vu le faible nombre de productions scientifiques, et aussi l'existence de fiches techniques synthétiques qui sont très bien faites pour des gens qui ne connaisseraient pas le génie végétal. Ça, c'est vraiment des documents qui existent déjà. Et aussi des inventaires et des analyses stratégiques qui vont mobiliser des concepts comme les infrastructures végétalisées, par exemple. Et certaines questions, notamment en biologie végétale, sont assez bien documentées, avec vraiment plusieurs personnes qui commencent à travailler sur le sujet, plusieurs publications qui se poursuivent au fil du temps. Donc ça, c'est l'atout du domaine. Par contre, il y a aussi certaines limites. Il y a des redondances en fait, d'un document à l'autre, et il y a certaines informations qui ne sont pas du tout abordées. Par exemple, la question du coût, c'est très difficile de trouver des documents accessibles sur les coûts de ces techniques. Voilà, peut-être que le contexte concurrentiel peut aussi expliquer cela. Et certains fronts de connaissances sont encore très très peu documentés. Donc il y a plusieurs questions de recherche, j'en ai mis 3, mais il y en aurait certainement beaucoup plus. Le premier, c'est par exemple quel est l'impact écologique de ces chantiers, avec le sous-entendu, est-ce qu'on peut comparer l'impact au moment des chantiers entre une technique de génie civil et une technique de génie végétal? Ça a été fait dans d'autres contextes, mais ça n'a pas été fait au Québec. Et puis aussi, comment réduire cet impact? Une autre question de recherche, c'est quelle est la résistance de ces ouvrages en contexte de glace ou de neige? Donc ça, vous aurez certainement des réponses au cours de la journée d'aujourd'hui
et de demain. Donc, je pense que ça répond aussi à un besoin de connaissance, ces journées-là. Et une autre question, c'est comment sont perçues ces techniques par le grand public et les élus. Voilà, Marie-Lise Côté vous présentera tout à l'heure un projet qui a été fait en France sur ces questions-là. J'ai rien trouvé au Québec et ce sera notamment l'objet du projet FLAG d'approfondir ces questions. Alors, ensuite, sur les freins et les leviers au génie végétal, donc Monique en parlait tout à l'heure, il y a eu c'est octobre 2022, pas octobre 2023, un atelier qui a réuni une trentaine de professionnels du domaine en octobre 2022. Donc, ça a fait l'objet d'une publication en ligne que je vous invite qui est accessible en ligne, que je vous invite à lire. Je ne vais pas résumer tout ce qu'il y a dans cette publication, mais plutôt aborder quelques points qui me paraissaient importants. Donc, les participants et les participantes, ils ont identifié le jour de cet atelier 4 types de freins. Le premier, c'est tout ce qui a trait à la connaissance et à la formation. Donc, on note vraiment un manque de connaissances, un manque de formation initiale et continue sur le génie végétal. Et puis aussi, les enseignements sont cloisonnés, c'est-à-dire que les gens vont suivre soit un cursus en écologie, soit un cursus en génie. Et il y a assez peu de croisement au moment des formations entre ces deux disciplines. Et alors, la conséquence de ça, c'est qu'il peut y avoir des difficultés de compréhension entre les biologistes qui vont délivrer les autorisations pour les ouvrages de génie végétal et les ingénieurs qui vont concevoir ces ouvrages. Alors, heureusement, les participants et les participantes avaient plein d'idées. Donc, parmi les leviers, il y avait l'idée de mettre en place des cursus interdisciplinaires ou tout de moins, peut-être à court terme, d'intégrer dans les cursus existants quelques enseignements de l'autre discipline. Et puis, d'intégrer les professionnels de part et d'autre. Par exemple, ils avaient imaginé qu'on pourrait intégrer des équipes d'ingénieurs formés au génie végétal dans les ministères qui vont délivrer les autorisations, et puis intégrer systématiquement des biologistes dans la conception de projets et dès le début de la conception de ces ouvrages et pas seulement à la fin du processus, au moment de demander l'autorisation. Et une autre idée qui était sortie, c'était l'idée de faire une certification de génie végétal pour pouvoir identifier les personnes formées et aussi pour pouvoir, au moment de l'appel d'offres, aller vers ces personnes-là et de pouvoir, selon la procédure d'appel d'offres, passer du facteur strictement budgétaire, c'est-à-dire d'aller vers le plus bas soumissionnaire, aller vers un facteur compétence. Voilà. Le deuxième type de frein avait trait aux perceptions et à l'acceptabilité de ces ouvrages. Donc en fait, les participants et les participantes de l'atelier ont dit que ces techniques étaient perçues comme des techniques qui étaient plus risquées que le génie civil, donc moins fiables, à la fois par les populations riveraines, par les élus et aussi par les professionnels. Et l'autre limite que les personnes avaient relevée, c'était aussi que ça remettait en cause à la fois le droit de propriété et le droit d'usage. Alors, le droit de propriété, c'est qu'en fait, quand on fait des ouvrages de génie végétal, il faut une pente qui est plus douce, donc ça requiert un retalutage, alors que les ouvrages de génie civil tolèrent une pente beaucoup plus abrupte. Et pour les propriétaires riverains, ça peut se traduire par un empiètement sur leur propriété. Et le droit d'usage, c'est-à-dire que parfois, dans les ouvrages de génie végétal, ça empêche l'accès physique et visuel au cours d'eau. Voilà. Donc, parmi les leviers que les participants et les participantes avaient évoqués, il y avait l'idée de faire des projets vitrines, en fait, de faire des petits tests, peut-être sur des zones avec moins d'enjeux, qui pourraient rassurer aussi les gens et qu'on pourrait utiliser pour démontrer par la preuve la fiabilité de ces techniques. Il y avait aussi l'idée de se concerter très en amont avec les propriétaires, justement, pour anticiper ces questions de droit de propriété et puis favoriser l'acceptabilité. Et puis d'aménager des trouées. En fait, ce n'est pas forcément incompatible d'avoir des ouvrages de génie végétal et de préserver l'accès visuel et physique aux cours d'eau dans des endroits clés localisés. Le troisième type de frein avait trait à la gouvernance et à la réglementation. Alors, le premier frein, c'était que les techniques mixtes sont en général exclues des allègements réglementaires. Donc, les techniques de génie végétal ont des allègements réglementaires, mais pas les techniques mixtes, qui peuvent être quand même préférables d'un point de vue écologique. Et le deuxième frein, c'est que en fait, l'interprétation de la réglementation se fait sur la notion d'empiètement, c'est-à-dire qu'une fois encore, à cause de ce retalutage, on va considérer qu'un ouvrage de génie végétal empiète sur l'habitat du poisson et donc qu'il doit faire l'objet de mesures de compensation. Donc, parmi les leviers évoqués par les participants, il y avait l'idée de redéfinir justement ces exigences de compensation. Déjà en distinguant ce qui a trait à l'habitat principal du poisson, donc le lit mineur du fleuve, et puis l'habitat marginal, qui est moins utilisé par le poisson, et de distinguer les impératifs de compensation selon ces deux types d'habitats.
Et puis aussi d'avoir une approche plus large du génie végétal et de considérer aussi que ça peut avoir un impact bénéfice sur l'habitat du poisson, pour tout un tas de raisons que je ne vais pas développer, mais en tout cas que voilà, il ne faut pas juste regarder l'empiètement sur l'habitat, mais aussi de voir au niveau du fonctionnement du fleuve, du cours d'eau, tout ce que ça peut apporter pour l'habitat du poisson. Faut que je me dépêche. Le dernier type de frein, je vais aller très vite sur la gestion de projet, c'est que le fait que un des freins, c'était l'idée que parfois il y avait des projets qui étaient menés en urgence et que donc pour des raisons de sécurité publique, et que ça amenait souvent à des ouvrages avec beaucoup d'enrochement ou des ouvrages surdimensionnés. Et donc les participants et participantes ont fait plusieurs propositions pour cadrer un peu en amont ce travail en urgence, donc en faisant un guide technique, en donnant une définition plus claire de ce qu'était une intervention en urgence, pour cadrer voilà, ces pratiques-là qui doivent se faire en urgence, mais qui peuvent être peut-être un peu mieux cadrées. Je vais aller très vite sur la suite parce que j'ai plus beaucoup de temps. Donc, la suite de mon travail, ça va être de retracer un peu l'histoire de 3 projets d'études et puis de rencontrer les personnes qui ont participé. Donc, il y aura la plage Jacques-Cartier à Québec, probablement la rivière Nicolet à Saint-Albert et le cours d'eau urbain à La Chute, donc qui sont des cours d'eau très différents par leur taille et puis par l'ampleur des projets. Et puis de voir un peu ce qui a pu concrètement pour ces personnes-là faciliter ou entraver leur travail dans la mise en place de ces techniques. Voilà, je vous remercie de votre attention et je serai contente de pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions. Merci Clémence pour la présentation. J'inviterai les gens qui ont des questions à poser à se présenter au micro. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour cette première présentation? Sinon, on pourra aussi combiner les questions avec la présentation de Marie-Lise qui va suivre, qui porte aussi sur les aspects de sciences sociales. Donc, on peut peut-être continuer le colloque. Merci beaucoup, Clémence.